Dans le cadre des grands entretiens de Imo Week le podcast, pour terminer cette si particulière année 2020, et aussi parce que nous avons en cette période tous besoin d'espoir et de lumière, avec Catherine Bocquet, rédactrice en chef d'Imo Week, nous recevons le père Bernard Devers, président de l'association Habitat et Humanisme. Imo Week, le podcast. Habitat et Humanisme a été fondé par Bernard Devers en 1985, la même année que Coluche avec les Restos du Cœur. Ces deux associations sont-elles nées d'un même élan ? Bernard Devers nous raconte. Alors, il s'est créé pas mal, en fait, d'associations à ce moment-là qui sont de lutte contre les situations de pauvreté. Alors, c'est vrai que avec Coluche, ça a été aussi quelque chose d'extrêmement fort. Ça a donné d'ailleurs un amendement. Ça a été toute une fiscalité qui s'est mise en place pour aider, en fait, les associations qui allaient s'investir pour reculer des situations tout à fait difficiles. Et donc, d'une certaine façon, on a aussi profité finalement de l'impact médiatique qu'avait Coluche. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée justement de créer cette... pourquoi ? J'imagine qu'il y avait une urgence. Alors, vous savez, ce mot urgence, c'est un mot qui est juste. Et quand il y a urgence, ça veut dire qu'en fait, il y a des gens qui attendent. Et la personne pauvre, c'est celle qui constamment attend. C'est toujours celle qui doit patienter. On dit un patient, d'ailleurs, en fait, quelqu'un qui est malade. En fait, je veux dire, en fait, la misère, c'est la pauvreté, c'est aussi, en fait, une lèpre. Et que pour en guérir, parce que véritablement, il n'y a pas de fatalité par rapport à la pauvreté, il y a le fait que finalement, on est simplement sur des soins palliatifs par rapport à la pauvreté. Et donc, cette urgence, j'entends bien votre expression. Alors c'est vrai que construire, c'est pas vous que j'apprendrai, c'est que naturellement il faut du temps, il faut beaucoup de temps. Mais reconnaissons qu'on ne se presse pas beaucoup en fait pour essayer de trouver des réponses plus rapides. On voit d'ailleurs qu'en fait on est condamné à des situations, en fait on est presque mis au banc des accusés parce que lorsqu'on construit du social, et surtout si on construit comme Habitat Humanisme du social dans des quartiers qui ne sont pas sociaux, pour faire en sorte d'éviter cette ghettoisation, alors il y a des recours, il y a en fait des difficultés pour obtenir en fait ces permis. Il faut du temps, trop de temps, et ce temps, cette forme de temps qu'on met, c'est une forme de mépris à l'égard des populations fragilisées. Du temps pour construire, du temps pour bâtir, mais le temps fait souvent défaut quand il est question de populations défavorisées, de populations fragilisées. Du coup, pour Habitat et Humanisme, de par son fonctionnement, se pose la question du financement. C'est ce que Catherine Bocquet a voulu savoir auprès de Bernard Devers. Alors justement, pour aller plus vite et pour faire plus en faveur du logement, parce que le logement, c'est quand même un outil essentiel pour tout le monde, hein, c'est incontournable. Vous avez créé Habitat Humanisme, vous avez créé une foncière et vous levez, alors là je vais parler un langage très financier, très immobilier, vous levez des fonds auprès de l'épargne populaire pour acheter ou réhabiliter des logements et des immeubles qui ensuite seront loués à des personnes. Alors l'épargne solidaire en ce moment, est-ce que c'est toujours d'actualité ? Est-ce que c'est plus compliqué ? Et comment vous faites ? L'ADN d'Habitat Humanisme, les deux intuitions, c'est de dire, arrêtons de bâtir et de construire dans des quartiers qui sont des quartiers qui n'accueillent que des populations pauvres, avec les ghettoisations que cela donne, et on vient de le voir dans le cadre de cette crise sanitaire, finalement des gens qui sont condamnés à une situation de promiscuité, avec des logements qui sont pas adaptés à des familles, etc. En fait, moyennant quoi, en fait, on a vu ce qui s'est passé, c'est vraiment une vraie souffrance. On a d'ailleurs parlé, en fait, très très justement, de quartiers perdus pour la République, de quartiers perdus pour la République. C'est quand même assez grave. Enfin, je veux dire, en fait, ça veut dire qu'en fait, la République, elle est une et indivisible. Bien non, en fait, il y a de tels abîmes qu'il y a des ruptures. Deuxième, donc, construire dans des quartiers qui pour ouvrir des portes là où finalement, jusque-là, elles étaient fermées. Comment construire donc à partir en fait non pas de discours, non pas de dénoncer, parce qu'en fait la démarche d'Habitat Humanisme c'est pas de dénoncer, mais c'est dénoncer des propositions nouvelles, crédibles. Ça peut être une utopie, mais veillons à faire en sorte qu'il y ait des utopies réalistes. Moi, j'aime bien le mot de Victor Hugo. Il dit, en fait, l'utopie, c'est la vérité de demain. En fait, l'urgence, c'est une vérité pour aujourd'hui. Alors, cette vérité pour aujourd'hui, c'est la question, en fait, enfin, c'est une vérité qui a commencé il y a 30 ans,
C'est l'épargne solidaire. On l'appelait pas comme ça, mais l'intuition, c'était de dire qu'en fait, il devait y avoir des gens qui acceptaient d'investir, pas de donner, d'investir, et pas d'investir n'importe comment, c'est-à-dire de ne pas perdre leur argent, mais qui acceptaient en revanche de pas tant de demander des dividendes. Que le sujet pour eux, c'était le dividende, qu'est-ce que vous êtes capable de faire changer, comment ensemble nous pouvons faire changer une réalité sociale qui est tout à fait destructrice. Et donc on a démarré avec une petite SCI, elle s'est appelée 1515 parce que le premier immeuble, il était rue de Marignan. Et alors cet immeuble, rue de Marignan, on n'a pas gagné la guerre, ça se saurait d'ailleurs, en fait, on livre des batailles, quoi. Et puis il y a eu cette SCI, moi j'ai distribué les revenus, et les gens m'ont dit, mais ça y est, c'est terminé? Non, on va faire autrement, on va vous aider, et bon, et finalement ces revenus, on va les réinvestir, et on va poursuivre. Et ainsi qu'on est arrivé à 200, 300 personnes. Là, il y a eu un coup de sifflet, on nous a dit, non mais attendez, Bercy nous a dit, mais vous êtes fait de l'appel public à l'épargne. Et donc, faire de l'appel public à l'épargne, ça demande, en fait, à l'époque, c'était la COB, la Commission des opérations de bourse, où vous devez avoir un visa. Si vous n'avez pas de visa, vous revenez dans 6 mois, en fait, votre modèle, en fait, ça s'arrêtera. Bercy, toujours très encourageant pour... Très ouvert. Et donc, il y a eu la chance, en fait, parce que Habitat Malis, c'est une histoire que de rencontres de femmes et d'hommes qui ont dit, mais l'intuition, elle vaut la peine. Donc, c'est pas Bernard Devers qui a réalisé, en fait, Habitat Malis. Ce sont ces femmes et ces hommes qui ont dit, l'intuition, ça vaut la peine de s'investir, et qui ont apporté un savoir-faire et qui ont développé. Alors, donc, ça a été un banquier qui était, lui, qui s'occupait précisément de clients qui est des entreprises importantes et qui avaient, en fait, il faisait de l'appel public à l'épargne. Il est allé présenter le dossier à la COB et en fait, il a obtenu le premier visa. Maintenant, aujourd'hui, on est à une quarantaine de visas avec ce qu'on appelle l'autorité des marchés financiers. Au fond, qu'est-ce qui s'est passé dans toutes ces dernières années, notamment depuis une dizaine d'années? C'est l'aspect de la dimension. On parle beaucoup de sens, hein. Bon, il y a eu la crise financière aussi, en fait, qui a aussi, en fait, finalement, cet argent, cette masse monétaire, qu'est-ce qu'on en fait finalement? Et donc il y a quand même beaucoup de gens qui se disent, est-ce qu'il faut toujours finalement investir sur le virtuel, ou est-ce qu'il faudrait pas mieux tenter aussi d'investir sur du réel? Et donc ça a donné en fait un impact par rapport en fait à ce qu'on appelle donc aujourd'hui l'épargne solidaire, la finance solidaire, et elle s'est beaucoup développée. Nous, on vient de faire, donc notre dernier visa, en fait, ça a été clôturé fin novembre, sur 10 millions d'euros qui ont été appelés, en fait, et qu'on a trouvé. Et la société, elle est de l'ordre de 180 millions d'euros. Donc, cet argent-là, c'est l'effet de levier. Quand on a 100, on peut construire 400. Alors, où est le miracle? En fait, cet argent, donc, nous permet, en fait, d'emprunter à des taux qui sont des taux bonifiés, mais aujourd'hui finalement, que ce soit le logement très social ou le logement classique, les taux sont tellement bas, enfin en tout cas étaient tellement bas, on sent qu'il y a une petite bonification actuellement, enfin ceci étant, les taux sont très bas, et donc ça nous permet de construire. Avec les financements, ce qu'on appelle les prêts locatifs aidés d'insertion, les prêts locatifs à usage social, les prêts locatifs sociaux, les PLS, bon, on obtient aussi en fait des subventions, et ces subventions nous permettent en fait de pouvoir réaliser un patrimoine qui est de l'ordre de 8000 logements. On a accueilli des personnes en situation de très grande difficulté, parfois même à la rue, et on a fait le pari, naturellement, mais le pari il a été, on a eu des échecs, hein, on n'est pas là, l'humanisme c'est pas de l'angélisme, hein, donc on a eu des échecs, mais comme globalement, ces personnes isolées qu'on a pu loger ont trouvé à partir de ce logement, qui finalement, la qualité de ce logement anticipait leur réussite. Et donc on leur a dit, de toute façon, il y a une contrepartie, c'est-à-dire qu'il doit y avoir de l'accompagnement, il faut que vous acceptiez l'accompagnement, qu'on va vous aider pour des problèmes de formation, etc. Et à partir de là, en fait, heureusement, sur ces 8000 logements, on a logé 35 000 familles. Et on a aujourd'hui un patrimoine qui est un peu plus de 10 000 logements entre le locatif, c'est-à-dire des propriétaires solidaires qui nous confient aussi leur logement. Donc ça veut dire que les gens, ils sont pas là pour rester dans le logement. Et je pense d'ailleurs qu'en fait, ça doit être le logement social, c'est pas une fin en soi. Le logement social, c'est en fait un moyen.
Et on voit ce qu'aujourd'hui donne le logement, le coût du logement est très cher parce que le foncier s'est beaucoup développé. Et comme nous allons que dans les métropoles, alors peut-être qu'aujourd'hui on va aller un petit peu aussi dans les villes moyennes parce que la crise sanitaire fait qu'en fait aujourd'hui avec le télétravail, etc., il y a des gens qui disent mais finalement pourquoi j'irais payer aussi cher des loyers? Je peux peut-être penser en fait un peu autrement par rapport à ma vie professionnelle et mon logement. Enfin, le coût du foncier est très cher et donc nous sommes dans une démarche où on demande en fait, on travaille sur le démembrement de propriétés. Démembrement de propriété, comment est-ce que cela fonctionne? Comment la foncière Habitat et Humanisme réussit-elle à construire et à rénover au bénéfice du logement des personnes les plus défavorisées? Bernard Devers nous explique. Alors on dit à des propriétaires, est-ce que vous acceptez la nue propriété? Vous payez la nue propriété, nous on va porter l'usufruit. Un usufruit sur 15 ans. Au cours de ces 15 ans, il y aura 3 à 4 familles qui auront pu être logées. Et elles seront sorties, mais parce qu'en fait, il y aura une formation, parce qu'en fait, elles vont accéder, en fait, à un logement qui soit plus classique, banalisé. Je trouve que ça, c'est absolument important, c'est en fait de croire que la personne, toute personne, est davantage que ce qu'elle pense, que ce qu'elle croit même, voilà. Et à partir de là, finalement, lorsqu'on donne de la confiance, eh bien, qui d'entre nous, finalement, dans son histoire, dans les difficultés, quelqu'un qui nous a fait confiance, mais on se relève, finalement, il y a une avancée. Eh bien, je crois qu'il faut absolument avoir cette même perspective par rapport à la question du logement social. Et non pas... Mais il faut avoir la foi quand même, enfin vous l'avez, en l'occurrence Bernard Devers. Mais en tout cas, il faut avoir la foi en l'homme. Vous avez raison, il faut avoir la foi en l'homme. Et quand on a foi en l'homme, c'est un peu, en fait, une sorte d'humanisme des Lumières. Eh bien, cet humanisme autorise véritablement des avancées. Tandis que si finalement on dit, bon, la personne est en difficulté, bon, finalement, elle n'a pas d'employabilité, elle est ci, elle est là, etc. Alors, il faut du logement social. Bon, elle reste dans le logement social, mais en fait, comment le logement, le toit, c'est d'abord le lieu, c'est un espace de l'intime, et c'est un espace qui doit aussi permettre de la relation sociale. Mais pour autant qu'il y ait de la relation sociale, il faut que la personne, sur le plan intérieur, de son intimité, elle découvre finalement qu'elle retrouve l'estime d'elle-même. Et donc le vrai travail d'Habitat Humanisme, c'est à partir de la qualité de ces logements, à partir de cette économie solidaire, c'est aussi finalement un travail du réveil des talents. Alors il y a des gens qui ne le trouvent pas, ou ça veut dire aussi que nous, on n'a pas été capables de réveiller ce talent. J'ai dit qu'en fait, il y avait aussi des échecs. On en a ces échecs. Vous avez un pourcentage à nous donner au niveau des réussites et des échecs, par exemple? Non, je pourrais pas vous dire un pourcentage, mais en fait, il est de l'ordre de près de 20% à peu près d'échecs. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que ça veut dire cet échec? Je veux dire aussi qu'il y a des gens qui vont mettre plus de temps. Et donc, tout le sujet, c'est aussi comment on va trouver. En fait, nous, c'est notre limite. C'est pas simplement construire pour construire. C'est construire pour que des gens se reconstruisent. Mais pour qu'ils se reconstruisent, il faut naturellement qu'il y ait un accompagnement. Donc il faut trouver des personnes qui accompagnent. Et parmi ces personnes qui accompagnent, il y a Alain Mérieux qui a décidé d'investir aux côtés de Habitat et Humanisme pour la construction de chalets afin de loger des mères de famille et leurs jeunes enfants. De cela et également du partenariat récent d'Habitat et Humanisme avec Kaufmann & Broad, nous continuerons à parler dans notre prochain podcast en compagnie de Bernard Devers, président de Habitat et Humanisme, et Catherine Bocquet, rédactrice en chef de Imo Week. À très vite donc pour Imo Week, le podcast.